Le soleil du samedi après-midi filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de la carrosserie Dubois & Fil, dans le quartier de Belleville, à Paris. Marine Dubois, 16 ans, était allongée sous une Opel Rekord de 1978, les mains couvertes de cambouis jusqu'au coude, ajustant la suspension avec la précision d'une chirurgienne. Son père, Robert Dubois, observait de loin avec un sourire discret sur le visage. La jeune fille avait hérité non seulement du nom de l'atelier, mais aussi du talent rare qui coulait dans les veines de la famille Dubois depuis 3 générations. Le grand-père de Marine, Jacques Dubois, avait été une légende des courses clandestines des années 60, un homme qui connaissait chaque vis, chaque courbe de métal, chaque secret qu'un moteur pouvait receler. Avant de s'éteindre 5 ans plus tôt, il avait enseigné à sa petite fille un principe qu'elle portait comme un mantra. Le métal ne ment pas. Les gens mentent. Les documents peuvent être falsifiés, mais le métal dit toujours la vérité, à qui sait l'écouter. Marine glissa dessous la voiture, s'essuyant le visage avec son avant-bras et laissant une tache de graisse sur son front. Ses yeux marrons brillaient de la satisfaction d'un autre. Travail bien fait. Elle portait un bleu de travail taché, des baskets usées, et ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. À 16 ans, Marine en savait déjà plus sur la mécanique automobile que de nombreux professionnels avec des décennies d'expérience. « C'est ça, ma chérie », rectifia Robert en désignant la suspension. « Tu as le toucher de ton grand-père. Il serait fier. » Marine sourit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone portable de Robert sonna. C'était un numéro inconnu. Il répondit avec la méfiance habituelle de quelqu'un qui reçoit de nombreux appels de recouvrement et des offres indésirables. « Allô, garage Dubois ?» La voix à l'autre bout du fil était formelle, presque mécanique. « Monsieur Robert Dubois ? Ici Patricia Mercier, de l'organisation de la grande vente aux enchères de classiques de Paris. Nous avons une situation d'urgence et votre nom nous a été vivement recommandé par Monsieur Auguste Ferrier, de l'Association des restaurateurs. Nous avons besoin d'un mécanicien spécialisé en voitures de collection pour une vérification de dernière minute. L'événement a lieu ce soir. » Robert fronça les sourcils. « Ce soir ? Madame, je n'ai pas l'habitude de travailler le samedi soir, et encore, moins sans une planification adéquate. Nous comprenons, monsieur Dubois, mais la situation est exceptionnelle. Il s'agit de la pièce maîtresse de notre vente, une Ferrari 250 GT Berlinetta de 1957. L'expert que nous avions engagé a eu une urgence familiale et a dû partir en voyage. La vente commence dans 4 heures et nous ne pouvons pas la reporter. Nous avons des acheteurs qui sont venus de l'étranger. Nous paierons le triple de vos honoraires habituels, plus les frais de déplacement. » Marine vit son père hésiter. Elle connaissait ce regard. Robert était un homme fier, mais aussi pragmatique. L'argent supplémentaire ferait une différence, surtout avec les comptes de l'atelier serrés le mois dernier. Mais il y avait autre chose sur son visage, une tension qu'elle ne parvenait pas à identifier complètement. « Où se déroule la vente ?» demanda Robert, attrapant déjà un chiffon pour s'essuyer les mains. « À l'hôtel Élysée-Royal, dans le Triangle d'Or. C'est l'événement de l'année, monsieur Dubois. L'élite de Paris sera présente. S'il vous plaît, portez une tenue présentable. Le code vestimentaire est strict. » Robert regarda ses vêtements tachés de graisse, puis Marine. « Puis-je emmener ma fille ? Elle est mon assistante et possède une connaissance exceptionnelle de la mécanique. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Monsieur Dubois, c'est un événement de haut standing. Je ne sais pas s'il serait approprié d'amener une mineure. » « Ma fille a 16 ans et en connaît plus sur les voitures de collection que la plupart de vos invités, » répondit Robert avec fermeté. « Soit nous venons tous les deux, soit je ne viens pas. » Une autre pause, plus longue. « Très bien. Mais s'il vous plaît, soyez discret. Arrivez par l'entrée de service à 18 heures. Et monsieur Dubois, il s'agit strictement d'une vérification technique. Ne vous mêlez pas aux invités. Faites votre travail et partez. » Robert raccrocha et regarda Marine avec une expression sérieuse. « Prends ton sac à dos avec les outils. On rentre prendre une douche et se changer. Tu as quelque chose de plus présentable que ce bleu de travail ?» Marine sentit une vague d'excitation. Une Ferrari de 1957 ? C'était un rêve pour tout passionné de voitures de collection. « J'ai ce jean foncé et le chemisier noir que tu m'as offert pour mon anniversaire. Ça fera l'affaire, mais Marine, écoute bien ce que je vais te dire. Ce genre d'événement, ces gens-là, ils ne nous voient pas comme leurs égaux.
Pour eux, nous ne sommes que des prestataires de services. On fait notre travail, on prend notre argent et on s'en va. Ne donne pas ton avis, ne fais pas de commentaires, ne t'implique pas. Compris? Marine hocha la tête, mais quelque chose dans la véhémence de son père la dérangea. Depuis quand te soucies-tu de ce que les riches pensent de nous, papa? Robert soupira en fermant la porte de l'atelier. Je ne m'en soucie pas, mais je sais comment le monde fonctionne. Et je sais que des gens comme ça peuvent être dangereux quand on les contrarie. Je l'ai appris à mes dépens. Il n'en dit pas plus, et Marine n'insista pas. Elle savait que son père avait ses raisons, ses vieilles blessures qu'il partageait rarement. Robert avait grandi en banlieue, lutté pour maintenir l'atelier à flot après la perte de la mère de Marine, quand elle n'avait que 3 ans. C'était un homme qui avait tout construit de ses propres mains, littéralement, et qui avait appris à sa fille à faire de même. Sur le chemin du retour, dans une Volkswagen coccinelle de 1976 impeccablement entretenue, qui était la prunelle des yeux de Robert, Marine regardait par la fenêtre les rues animées de Belleville. C'était un quartier ouvrier, d'immigrants, où tout le monde se connaissait. Bien différent du Triangle d'Or, imagina-t-elle, où se trouvait ce fameux hôtel de luxe. « Tu crois que c'est vraiment une Ferrari d'origine, papa ?» demanda Marine. « S'ils paient ce qu'ils ont dit, quelqu'un parie des millions que oui, mais on va le découvrir. Tu te souviens de ce que ton grand-père disait toujours ?»« Le métal ne ment pas, répondirent-ils à l'unisson, et Marine sourit. À la maison, un petit pavillon de la rue de Belleville, Marine prit une douche rapide et enfila sa meilleure tenue, qui restait très simple. Un jean foncé, un chemisier noir en coton et sa seule paire de baskets qui n'était pas détruite, des Converse noirs qu'elle nettoya soigneusement. Elle attacha ses cheveux en un chignon plus soigné et se regarda dans le miroir. Elle ressemblait toujours à une fille du quartier, mais au moins une fille du quartier présentable. Robert apparut vêtu d'un pantalon de costume noir et d'une chemise blanche, repassée. Il portait rarement ce genre de vêtements, et Marine remarqua à quel point son père semblait mal à l'aise, tirant sur son col comme s'il était trop serré. « Tu es beau, papa, » dit Marine, et Robert sourit timidement. « Et tu es magnifique, ma fille, mais souviens-toi de ce que j'ai dit. On fait le travail et on s'en va. » Ils prirent la coccinelle, mais Robert tint à la laver et à la lustrer avant. « Si on doit se montrer là-bas, on va se montrer avec dignité, » dit-il. Marine l'aida et 30 minutes plus tard, la vieille coccinelle brillait comme si elle sortait du concessionnaire. Le trajet jusqu'au Triangle d'Or prit 40 minutes dans la circulation du samedi. Marine observait le changement progressif du paysage urbain. Les maisons simples de Belleville laissèrent place à des immeubles de bureaux, puis à de larges avenues bordées de boutiques de luxe, et enfin aux hôtels particuliers et aux immeubles haussmanniens du Triangle d'Or. C'était un autre monde, un Paris qu'elle ne connaissait que de loin. L'hôtel Élysée-Royal était imposant, entouré de jardins luxuriants et d'une architecture qui mêlait modernité et sophistication. Robert se dirigea vers l'entrée de service, comme indiqué. Un agent de sécurité en costume noir avec une oreillette s'approcha. « Vos noms, s'il vous plaît » demanda-t-il d'un ton autoritaire. « Robert Dubois et Marine Dubois. Nous venons pour la vérification technique de la Ferrari. » L'agent de sécurité vérifia une liste sur sa tablette et fit un signe de tête. « Garez-vous là et cherchez Madame Patricia Mercier à l'entrée. Elle vous conduira au salon. » Ils garèrent la coccinelle entre des camionnettes de traiteurs et des voitures d'employés. Marine remarqua à quel point la vieille voiture détonnait, mais d'une manière étrange, presque comme si elle n'appartenait pas à cet endroit. Peut-être qu'elle n'y appartenait pas, en effet. Patricia Mercier était une femme d'une 40aine d'années, vêtue d'un tailleur gris impeccable, les cheveux blonds attachés en un chignon élégant et une expression d'efficacité professionnelle. Elle regarda Robert et Marine avec un mélange de soulagement et d'appréhension. « Monsieur Dubois, je suis heureuse que vous soyez arrivé. Et voici votre fille, je suppose. » Elle tendit la main formellement, et Marine nota le regard rapide que la femme jeta sur leurs vêtements simples. « Suivez-moi, s'il vous plaît. La Ferrari est dans le salon principal. Les invités commenceront à arriver dans 1 heure. Nous avons donc besoin que vous fassiez la vérification rapidement. Et s'il vous plaît, soyez discret. Certains de nos clients pourraient être mal à l'aise avec la présence de techniciens dans la salle pendant l'événement. » Marine sentit le sang lui monter à la tête à cause de ce commentaire voilé, mais elle se souvint des mots de son père. Discret. Ils devaient être discrets, comme si leur présence était quelque chose à cacher.
Elle serra la lanière de son sac à dos où elle transportait ses outils et suivit en silence. Le salon principal de l'hôtel était spectaculaire. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond. Le sol en marbre reflétait la lumière douce et des dizaines de voitures de collection étaient positionnées stratégiquement, chacune sur une estrade avec un éclairage spécial. Marine vit une Corvette Stingray de 1963, une Shelby Cobra 427, une Porsche 911 de première génération. Chaque voiture valait une fortune, mais aucune ne se comparait à la Ferrari. Elle se trouvait au centre du salon, sous un projecteur spécial qui faisait briller la peinture rouge Rosso Corsa comme des rubis liquides. Une Ferrari 250 GT Berlinetta de 1957, l'une des machines les plus légendaires jamais créées. Seuls quelques exemplaires existaient dans le monde, et chacun valait des millions. Marine sentit son cœur s'accélérer. « La voici, » dit Patricia avec fierté. « La pièce maîtresse de notre vente. L'enchère de départ est de 20 millions d'euros. Nous avons 3 intéressés sérieux, dont un prêt à monter jusqu'à 50 millions. » Robert siffla doucement, impressionné. Marine s'approcha lentement de la voiture, comme si elle était devant une œuvre d'art sacrée. Et d'une certaine manière, c'en était une. « Combien de temps avons-nous » demanda Robert. « 1 heure. Est-ce suffisant ?»« Il le faudra bien, » répondit-il, en ouvrant déjà le capot de la Ferrari avec un soin respectueux. Marine commença à travailler, mais contrairement à son père, qui se concentrait sur le moteur, elle se sentit attirée par la structure du véhicule. Elle passa ses doigts sur la carrosserie, sentant chaque courbe, chaque soudure, chaque rivet. Il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore définir, mais qui la dérangeait. Une sensation étrange, presque un murmure du métal que son grand-père lui avait appris à écouter. « Papa » appela-t-elle doucement, « cette voiture, quelque chose est différent. » Robert leva la tête du moteur et regarda sa fille. « Différent comment ?»« Je ne sais pas encore. Mais le métal me dit quelque chose. J'ai besoin de plus de temps pour en être sûr. » Robert regarda autour de lui, vers Patricia qui les observait de loin, vers les autres employés préparant le salon. Puis il regarda Marine et à ce moment-là, père et fille se comprirent sans mots. Le métal ne ment pas, et si Marine sentait quelque chose, il y avait une raison. « Alors découvre-le, » dit Robert. « Je continue avec le moteur. Toi, tu examines le reste. » Marine hocha la tête et se plongea dans le travail, inconsciente que dans les heures à venir, sa vie et celle de son père changeraient pour toujours. Inconsciente que cette étrange sensation qu'elle sentait au bout de ses doigts était sur le point de déclencher un scandale qui secouerait non seulement le monde des voitures de collection, mais révélerait une fraude aux proportions inimaginables. Marine travailla méticuleusement, ses doigts glissant sur la carrosserie de la Ferrari comme un pianiste sur les touches. Chaque centimètre du métal était une note dans une symphonie qu'elle seule semblait capable d'entendre. Elle avait appris de son grand-père Jacques que les voitures de collection authentiques avaient des imperfections caractéristiques, des marques du temps et de la fabrication artisanale des années 50. C'était précisément dans ces imperfections que résidait la preuve de l'authenticité. Mais cette Ferrari était trop parfaite. La peinture avait un éclat uniforme qui dérangeait Marine. En 1957, la technologie de la peinture automobile était limitée, et même avec des restaurations soignées, il devrait y avoir des micro-imperfections visibles sous une lumière directe. Elle prit une lampe de poche de son sac à dos et examina la surface sous différents angles. Le reflet était absolument uniforme, comme si la voiture avait été peinte avec des techniques modernes. « Papa, regarde ça !» appela Marine, pointant la lampe de poche vers une section de la portière. L'épaisseur de la peinture est trop constante. Dans les années 50, l'application était manuelle et il y avait toujours des variations. Robert s'approcha, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Laisse-moi voir. » Il examina attentivement, fronçant les sourcils. « Tu as raison. Ça a été fait avec un pistolet à peinture moderne, probablement dans une cabine à climat contrôlé. Très avancé pour une restauration d'époque. » Marine sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas seulement suspect, c'était accablant. Mais elle avait besoin de plus de preuves. Elle s'allongea sur le sol en marbre froid, sans se soucier de la saleté sur ses vêtements, et glissa sous le châssis de la Ferrari. C'est alors qu'elle vit les points de soudure. En 1957,
Les soudures étaient faites manuellement, avec de petites irrégularités qui racontaient l'histoire des mains qui les avaient créées. Mais ces soudures étaient parfaites, précises comme celles produites par des machines de soudage robotisées modernes. Marine photographia tout avec son téléphone, ses mains tremblant légèrement, non de peur, mais d'une excitation nerveuse. C'était faux, très faux. « Papa, il faut qu'on parle », murmura-t-elle en sortant de sous la voiture. « Maintenant. » Robert perçut l'urgence dans le ton de sa fille et la suivit dans un coin plus discret du salon. « Qu'as-tu trouvé ?» Marine montra les photos sur son téléphone, expliquant à voix basse chaque détail. Les soudures robotisées, la peinture moderne, et il y avait plus. Elle avait remarqué que les rivets de la carrosserie étaient trop uniformes, alors qu'ils auraient dû avoir les marques caractéristiques d'un martelage à la main. Et puis il y avait les numéros de série sur le châssis. « Papa, les numéros ont été regravés, » dit Marine, sa voix presque un murmure. « Je peux voir les marques. Ils ont utilisé une sorte de gravure au laser. Mais le laser de précision industrielle n'a été développé que dans les années 90. Cette voiture ne peut pas avoir été fabriquée en 1957. » Robert devint pâle. « Marine, tu en es absolument certaine ?»« Absolument. Cette Ferrari est une fausse, ou plutôt, c'est peut-être une Ferrari, mais pas de 1957. Ils ont probablement pris un modèle plus récent et l'ont modifié pour ressembler à l'original. L'altération a été faite par des experts, mais pas assez experts pour tromper quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Robert regarda autour de lui, voyant Patricia discuter avec d'autres organisateurs, les invités commençant à arriver, vêtus de costumes hors de prix et de robes de soirée. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne, des musiciens accordaient leurs instruments pour la représentation. C'était un événement à plusieurs millions d'euros, et ils étaient sur le point de faire exploser une bombe qui détruirait tout. « Il faut prévenir les organisateurs, » dit finalement Robert. « On ne peut pas laisser quelqu'un payer 50 millions pour une fausse voiture. » Marine acquiesça mais sentit un nœud dans son estomac. Elle savait que ce ne serait pas une conversation facile. Ils s'approchèrent de Patricia, qui les accueillit avec un sourire professionnel. « Alors, Monsieur Dubois, la Ferrari est en ordre ? En fait, Madame Mercier, nous devons vous parler en privé. C'est urgent. » Le sourire de Patricia vacilla. « Urgent ? Monsieur Dubois, la vente commence dans 15 minutes. Que s'est-il passé ?» Marine prit une profonde inspiration. « Nous avons trouvé de graves incohérences sur la Ferrari. Nous pensons qu'elle n'est pas authentique. » Le visage de Patricia devint livide. « Comment ça, pas authentique ? Nous avons 3 experts indépendants qui ont certifié cette voiture. Nous avons la documentation de Ferrari Italie. Nous avons la chaîne de provenance complète depuis 1957. Vous êtes en train de me dire que tous ces professionnels se sont trompés ? Je vous dis ce que le métal me raconte, répondit Marine avec fermeté. Et le métal ne ment pas. Avant que Patricia ne puisse répondre, une voix grave et assurée interrompit la conversation. Un problème ici ? Marine se retourna et vit un homme d'environ 50 ans, grand, les cheveux grisonnants parfaitement coiffés, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus qu'un an de chiffre d'affaires du garage du bois. Ses yeux étaient bleus et froids, et il y avait en eux une intelligence calculatrice qui fit frissonner Marine. « Monsieur Fournier, » dit Patricia rapidement, nerveuse, « ce sont les techniciens que nous avons engagés pour vérifier la Ferrari. Ils finissaient juste leur travail. Édouard Fournier. » Marine avait lu des articles sur lui. L'un des hommes les plus riches de France, magnate de la technologie, fondateur de Fournier Tech, une entreprise qui contrôlait une part importante du marché des logiciels d'entreprise dans le pays. Il était connu pour son intelligence implacable en affaires et pour sa collection privée de voitures de collection, l'une des plus grandes d'Europe. Fournier regarda Robert et Marine avec une expression qui mêlait curiosité et mépris à peine dissimulé. « Vous êtes mécanicien ?»« Oui, monsieur, » répondit Robert. « Robert Dubois, et voici ma fille, Marine. Nous avons un garage spécialisé dans la restauration de classiques à Belleville. »« Belleville, » répéta Fournier, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit serrer les poings à Marine. Un quartier honnête, de gens travailleurs. C'est bon de savoir qu'il y a encore des artisans par ici. Et la Ferrari, elle est approuvée ? Marine sentit son père hésiter à côté d'elle. C'était l'occasion de reculer, de dire oui, de prendre l'argent et de partir. Mais elle pensa à son grand-père Jacques, au principe qu'il lui avait martelé dans la tête depuis son enfance. La vérité n'était pas négociable.
Le métal ne mentait pas, et elle ne devait pas mentir non plus. « Non, monsieur Fournier, » dit Marine, et elle sentit 3 paires d'yeux se tourner vers elle avec intensité. « La Ferrari n'est pas approuvée. Nous avons trouvé des preuves qu'elle n'est pas authentique. » Le silence qui suivit fut lourd. Fournier regarda Marine comme s'il la voyait vraiment pour la première fois, non plus comme une simple employée de service, mais comme quelqu'un qui venait de devenir un problème. « Des preuves, » dit-il lentement, le ton dangereusement calme. Quel genre de preuves une fille de 16 ans pourrait-elle avoir trouvé que 3 experts avec des décennies d'expérience n'ont pas trouvé? Marine sentit le sang lui monter à la tête au mot « fille », dit de cette manière, mais elle garda une voix ferme. Des soudures robotisées qui n'existaient pas en 1957. Une peinture avec l'uniformité d'une cabine climatisée moderne, des rivets avec une précision de machine industrielle, et le plus important, des numéros de série regravés avec une technologie laser qui n'a été développée que dans les années 90. Fournier l'étudia en silence un long moment. Puis, étonnamment, il sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Vous êtes observatrice. Votre père a dû bien vous former. Mais, voyez-vous, Marine, c'est bien votre nom? Marine de Belleville. Vous accusez certains des plus grands experts Ferrari du monde d'incompétence ou de fraude. Vous dites que la documentation de Ferrari Italie est fausse. Vous suggérez que la chaîne de provenance de cette voiture, qui remonte à 1957, a été entièrement falsifiée. Vous réalisez le poids de ce que vous dites? Je le réalise, monsieur. Mais je réalise aussi le poids de me taire et de laisser quelqu'un payer 50 millions d'euros pour une fraude. Le mot « fraude » résonna dans l'espace entre eux comme un coup de feu. Patricia halta. Robert posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Mais Fournier continuait de sourire de ce sourire froid. « Marine, puis-je vous poser une question personnelle? Avez-vous déjà vu 50 millions d'euros dans votre vie? Avez-vous déjà été dans une situation où ce genre d'argent était en jeu? Avez-vous déjà dû prendre des décisions qui pourraient affecter la vie de centaines de personnes, la réputation d'institutions entières? » Marine ne répondit pas, sentant où la conversation menait. « J'ai grandi pauvre, Marine. Plus pauvre que vous ne pouvez probablement l'imaginer. Je viens de la Courneuve, l'une des cités les plus difficiles de la banlieue parisienne. J'ai bâti mon empire à partir de rien, avec du travail et de l'intelligence. Et vous savez ce que j'ai appris? Que dans le monde des affaires, la perception a plus de valeur que la réalité. Cette Ferrari n'est peut-être pas parfaite, mais elle représente quelque chose de plus grand. Elle représente l'histoire, le prestige, le statut, et il y a des gens prêts à payer pour ça. Alors vous admettez que vous savez que la voiture est fausse. Je dis que l'authenticité est un concept relatif. Cette voiture a une documentation impeccable. Elle a été examinée par des experts renommés. Elle a une valeur de marché établie. Qui êtes-vous? Une mécanicienne adolescente d'un quartier ouvrier, pour remettre en question tout ce système. L'arrogance dans les mots de Fournier était palpable, mais il y avait autre chose, quelque chose que Marine perçut dans l'éclat calculateur de ses yeux. Il ne défendait pas seulement la voiture. Il la testait, l'évaluait, essayait de l'intimider. Et soudain, Marine comprit. Fournier était l'acheteur intéressé à payer 50 millions. Et il savait que la voiture était fausse. « Je suis quelqu'un qui ne se taira pas, » répondit Marine, sa voix ferme malgré le tremblement qu'elle sentait à l'intérieur. « Et si vous achetez cette voiture en sachant qu'elle est fausse, vous commettez une fraude. Je n'ai peut-être pas vos millions, monsieur Fournier, mais j'ai quelque chose que l'argent n'achète pas. J'ai de l'intégrité. » Le sourire de Fournier disparut enfin. Patricia semblait au bord de la crise de nerfs. Robert serra l'épaule de sa fille, fier et terrifié à la fois. « Vous ne savez pas à qui vous parlez, petite, » dit Fournier, sa voix maintenant basse et dangereuse. « Je peux détruire la réputation de votre famille avec un coup de fil. Je peux m'assurer que vous ne travaillerez plus jamais sur des voitures de collection dans cette ville. Je peux faire en sorte que votre garage perde tous ses clients. Vous comprenez ça? »« Je comprends que vous me menacez, » répondit Marine, « et je comprends que les gens ne menacent que lorsqu'ils ont peur. De quoi avez-vous peur, monsieur Fournier? De la vérité ?» Pendant un instant, Marine pensa que Fournier allait exploser, mais il prit une profonde inspiration, recomposa son masque de contrôle et se tourna vers Patricia. « Madame Mercier, faites sortir ces techniciens de l'événement immédiatement et assurez-vous qu'ils ne reçoivent
que la moitié du paiement convenu. Un service incomplet mérite un paiement incomplet. Mais Monsieur Fournier, commença Patricia. Immédiatement, répéta-t-il, et il y avait de l'acier dans sa voix. Patricia hocha misérablement la tête et fit un geste pour que Robert et Marine la suivent. Mais Marine ne bougea pas. Elle avait encore une chose à faire. Elle sortit son téléphone de sa poche et, regardant Fournier droit dans les yeux, commença à taper. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Fournier. « J'envoie un message à ma meilleure amie. Elle travaille pour une chaîne d'information. Je pense qu'un reportage sur les fraudes dans les ventes aux enchères de luxe serait intéressant, vous ne trouvez pas ?» Marine n'attendit pas la réponse. Elle se retourna et suivit son père vers la sortie, son cœur battant comme un tambour, ses mains tremblant d'adrénaline. Elle avait défié l'un des hommes les plus puissants de France. Elle avait accusé tout un système de corruption, et elle savait avec une certitude absolue que les conséquences de ce moment résonneraient bien au-delà de ce salon de luxe. Le jeu avait commencé, et Marine Dubois, la jeune mécanicienne de Belleville, venait de faire le premier coup dans une partie où les enjeux étaient plus élevés qu'elle ne pouvait l'imaginer. Marine et Robert marchaient dans le couloir vers la sortie quand le portable de la jeune fille vibra. C'était une réponse de sa meilleure amie, Julie Cardin, qui faisait un stage à TV Vérité, une chaîne connue pour ses reportages d'investigation audacieux. « Marine, c'est sérieux? Une vente aux enchères avec de fausses voitures? J'appelle Marcel tout de suite. » Marcel Tavernier était le principal journaliste d'investigation du pays, célèbre pour ses reportages qui avaient fait tomber des politiciens corrompus et démasquer des combines d'entreprises. S'il y avait quelqu'un capable de transformer cette découverte en un scandale national, c'était bien lui. « Papa, attends, dit Marine en s'arrêtant dans le couloir. Ils ne peuvent pas nous expulser comme ça. On a des preuves, on a des photos. »« Marine, ne t'en mêle pas plus, implora Robert, mais sa voix tremblait d'un mélange de peur et de fierté. « Tu as vu qui est cet homme. Édouard Fournier peut nous détruire. Et si on le laisse acheter une fausse voiture pour 50 millions? Et s'il y a d'autres personnes qui se font arnaquer? Papa, grand-père disait toujours qu'un grand savoir implique de grandes responsabilités. Nous connaissons la vérité. On ne peut pas simplement partir. » Robert regarda sa fille, voyant non plus une jeune fille de 16 ans, mais une femme de principe, ferme et déterminée. À ce moment-là, il vit en elle autant d'elle-même que de l'épouse qu'il avait perdue tant d'années auparavant. Marie, sa défunte femme, avait été comme ça aussi, incapable de voir une injustice sans se battre contre elle. « D'accord, » dit finalement Robert, « mais on le fait ensemble, et avec prudence. » Alors qu'ils attendèrent la réponse de Julie, Robert eut une idée. « Marine, avant qu'on se fasse expulser, je dois vérifier quelque chose. Tu as dit que tu avais vu d'autres voitures de collection dans le salon. »« Oui, une Corvette, une Shelby Cobra, une Porsche. Je vais faire semblant d'aller chercher un outil que j'ai oublié. Tu viens avec moi ?» Ils retournèrent discrètement dans le salon, profitant du fait que Patricia était occupée avec les invités qui arrivaient. La vente aux enchères était sur le point de commencer, et le salon bourdonnait maintenant de gens élégants, de conversations en plusieurs langues et de serveurs circulant avec du champagne. Robert s'approcha de la Corvette Stingray de 1963, un classique américain bleu métallisé. Il s'agenouilla comme pour nouer son lacet et examina rapidement le châssis. Marine le vit froncer les sourcils. Elle se dirigea vers la Shelby Cobra 427, feignant d'admirer la voiture, mais cherchant en réalité les mêmes incohérences qu'elle avait trouvées sur la Ferrari. Et elles étaient là, soudure moderne, peinture trop uniforme, rivet parfait. Marine photographia tout discrètement, son cœur s'accélérant. Ce n'était pas une seule fausse voiture, c'était une opération systématique. Robert la rejoignit, le visage pâle. « La Corvette aussi, murmura-t-il, et je soupçonne la Porsche là-bas aussi. Marine, c'est plus gros que ce qu'on pensait. Beaucoup plus gros. » Avant qu'il ne puisse discuter de la marche à suivre, le portable de Marine vibra à nouveau. C'était Julie. « Marcel arrive avec une équipe. Ils seront là dans 15 minutes. Il a dit de ne pas quitter le bâtiment et d'enregistrer tout ce que tu peux. » Marine montra le message à son père. 15 minutes. Il devait juste tenir 15 minutes sans se faire expulser. Mais c'est alors que Patricia les vit. « Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous faites encore ici? Je vous ai demandé de partir. »« Désolé, Madame Mercier, » dit Robert rapidement. « Nous venions juste chercher nos outils.
Mais avant qu'il ne puisse bouger, une voix amplifiée résonna dans le salon. « Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande vente aux enchères de classiques de Paris. » C'était le commissaire-priseur, un homme d'âge mûr avec un fort accent européen. « Dans quelques instants, nous commencerons les enchères. Mais avant, j'aimerais vous présenter la pièce maîtresse de cette soirée, un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie automobile. » Un projecteur illumina la Ferrari et la foule applaudit. Marine vit Édouard Fournier debout à côté de la voiture, souriant comme un roi devant son trésor. Il l'aperçut dans un coin du salon et son sourire s'élargit, comme pour la défier de faire quelque chose. C'est à ce moment-là que Marine prit une décision. Elle commença à marcher vers la Ferrari, ignorant les murmures urgents de son père. La foule s'écarta, confuse, devant cette adolescente aux vêtements simples qui traversait le salon de luxe comme si elle en était la propriétaire. Marine sentit chaque palpitation, toute la peur, mais elle continua d'avancer. Le métal ne ment pas, et elle ne mentirait pas non plus. « Excusez-moi, dit-elle, assez fort pour que plusieurs personnes autour l'entendent. Désolé d'interrompre, mais il y a quelque chose que tout le monde doit savoir sur cette Ferrari. » Le commissaire-priseur s'arrêta au milieu de sa phrase. Fournier se tendit. Patricia courut vers Marine, mais la jeune fille fut plus rapide. « Je m'appelle Marine Dubois, je suis mécanicienne spécialisée en voitures de collection et j'ai été engagée aujourd'hui pour vérifier l'authenticité de ce véhicule. » Elle montra la Ferrari du doigt. « Et j'ai découvert qu'il est faux. » Le salon explosa en murmures. Le commissaire-priseur resta bouche bée. Fournier fit un pas en avant, le visage rouge d'une fureur contenue. « C'est absurde. Une adolescente perturbée qui essaie de saboter une vente aux enchères légitime. Sécurité. » Mais Marine avait déjà son portable à la main, montrant les photos des soudures, des rivets, des numéros de série. « Je peux prouver tout ce que je dis. Les numéros de série de cette voiture ont été gravés avec une technologie laser qui n'existait pas en 1957. La soudure est robotisée, impossible pour l'époque. Et ce n'est pas tout. » Elle se tourna vers la foule, sa voix ferme malgré le tremblement intérieur. « La Corvette là-bas est fausse aussi. La Shelby Cobra aussi. Probablement plusieurs autres voitures dans ce salon. Ce n'est pas une vente aux enchères, c'est une fraude organisée. » Le chaos s'installa. Les gens criaient, exigeant des explications. Des acheteurs potentiels se précipitèrent pour examiner les voitures qu'ils comptaient acquérir. Le commissaire-priseur tentait de calmer la foule sans succès. C'est alors que les portes du salon s'ouvrirent brusquement et que Marcel Tavernier entra avec une équipe de tournage en direct. Le journaliste était un homme de 40 ans, cheveux sombres, regard perçant et une réputation de n'avoir peur de personne. « Bonsoir, mesdames et messieurs, » dit Marcel, sa voix résonnant. Dans le salon, Marcel Tavernier, TV Vérité. Nous recevons de graves accusations de fraude concernant cette vente. Nous aimerions poser quelques questions. « Vous ne pouvez pas diffuser ça, » cria Patricia. « C'est un événement privé. »« Et la fraude est un délit public, » répondit calmement Marcel. Puis il se tourna vers Marine. « C'est vous, la jeune femme qui nous a contactés ?»« Oui, monsieur. Marine Dubois. Mon père et moi avons découvert que plusieurs voitures ici sont des contrefaçons. Et vous pouvez le prouver ?»« Je le peux. » Marine montra les photos, expliquant chaque détail, à la caméra. Marcel écoutait attentivement, posant des questions techniques auxquelles Marine répondait avec précision. La diffusion en direct avait déjà des milliers de spectateurs. Édouard Fournier tenta de sortir discrètement, mais Marcel l'intercepta. « Monsieur Fournier, vous êtes le principal intéressé par cette Ferrari, n'est-ce pas? Souhaitez-vous commenter les accusations selon lesquelles le véhicule est une contrefaçon ?» Fournier essaya de garder son sang-froid. Ce sont des accusations infondées d'une jeune fille qui n'a clairement ni l'expérience ni les connaissances pour faire de telles affirmations. J'ai 3 rapports d'experts indépendants attestant de l'authenticité de ce véhicule. « Des experts que vous avez payés ?» demanda Marcel. « Des experts reconnus internationalement, » corrigea Fournier, mais sa voix avait une tension que la caméra captait parfaitement. Marine s'approcha, tenant son portable. « Monsieur Fournier, avant de dépenser 50 millions d'euros, n'aimeriez-vous pas savoir pourquoi les numéros de série de cette Ferrari ont été modifiés avec une technologie de gravure laser qui n'a été inventée qu'en 1995 ?» La question résonna dans le salon, maintenant complètement silencieux. Toutes les caméras se tournèrent vers Fournier. Il regarda Marine, et à ce moment-là,
quelque chose en lui se brisa. Le masque de « contrôle, la façade de confiance », tout s'effondra. « Vous ne savez pas à qui vous vous frottez », siffla-t-il en pointant son doigt vers Marine. « Vous n'êtes personne, une fille de mécano de quartier qui a probablement tout appris sur YouTube. J'ai bâti un empire, je brasse des milliards. Et vous croyez pouvoir m'humilier comme ça devant tout le monde ?» L'attaque fut diffusée en direct à des centaines de milliers de personnes. Robert fit un pas en avant, se plaçant entre Fournier et sa fille. « Vous n'allez pas parler comme ça à ma fille, dit-il. Sa voix calme mais chargée d'une autorité paternelle. Elle en connaît plus sur les voitures de collection que tous vos experts payés réunis. Et si vous avez vraiment bâti un empire, c'est en utilisant des mensonges et des fraudes. Ce n'est pas un mérite, c'est un crime. » Fournier s'avança, mais les agents de sécurité le retinrent. Marcel continuait de tout filmer, ses questions incisives tranchant à travers la confusion. « Monsieur Fournier, saviez-vous que ces voitures étaient des contrefaçons? Depuis combien de temps cette fraude dure-t-elle? Combien de personnes ont déjà été trompées ?» Mais Fournier ne répondit plus rien. Il avait complètement perdu le contrôle, criant des menaces, exigeant qu'on éteigne les caméras. Ses avocats arrivèrent, essayant de limiter les dégâts, mais il était trop tard. Marine regarda autour du salon, voyant des acheteurs furieux exiger des remboursements, des experts paniqués essayant de défendre leurs évaluations, des organisateurs courant dans tous les sens. L'empire de mensonges soigneusement construit s'effondrait en temps réel. Et puis Robert posa la main sur l'épaule de sa fille. « Tu as fait ce qu'il fallait, » murmura-t-il. « Ton grand-père serait fier. » Marine hocha la tête, mais l'adrénaline coulait encore dans ses veines. Elle savait que cette nuit n'était que le début. Elle savait que Fournier n'oublierait pas. Elle savait qu'il s'était de fait un ennemi puissant. Mais elle savait aussi, avec une certitude absolue, qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Le métal ne mentait pas. Et face à un choix entre un silence commode et une vérité dérangeante, Marine Dubois avait choisi la vérité. Les caméras continuèrent de tourner alors que la police arrivait, appelée pour le tumulte. Marcel Tavernier, toujours en direct, parlait déjà d'une enquête de la brigade financière, d'autres ventes aux enchères potentiellement frauduleuses, d'un scandale qui pourrait secouer le marché mondial des voitures de collection. Et au centre de tout, une adolescente de 16 ans de Belleville, avec encore du cambouis sous les ongles et une détermination inébranlable dans le cœur, venait de déclencher une révolution qui changerait non seulement sa vie, mais le destin de tout un système construit sur la prémisse que la richesse équivalait à la vérité. La nuit se transforma en un ouragan. Marine et Robert restèrent à l'hôtel jusqu'à près de minuit, faisant leur déposition à la police judiciaire et à la brigade financière. Chaque photo, chaque observation technique, chaque détail de la conversation avec Fournier fut consigné. Les agents, initialement sceptiques quant aux affirmations d'une adolescente, changèrent rapidement de ton lorsque des experts de la police scientifique confirmèrent chacune des découvertes de Marine. Le commissaire Charles Mendès, un homme de 50 ans avec 3 décennies d'expérience, regarda Marine avec un respect sincère. « Mademoiselle Dubois, de toute ma carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi jeune faire preuve d'une telle expertise technique et d'un tel courage. Ce que vous avez fait ce soir a peut-être empêché une fraude de plusieurs centaines de millions d'euros. » Marine était épuisée, mais un sentiment d'accomplissement la maintenait en alerte. « J'ai juste fait ce qui était juste, commissaire. Et c'est plus rare que ça ne devrait l'être, » répondit Mendès. Quand ils quittèrent enfin l'hôtel, il était plus d'1 heure du matin. Le parking était cerné par des journalistes qui avaient été alertés du scandale. Des microphones furent tendus vers Marine et Robert, des flashs crépitaient, des questions fusaient de toutes parts. « Marine, que ressentez-vous après avoir démasqué l'une des plus grandes fraudes de l'année? Monsieur Dubois, est-il vrai que votre fille a appris la mécanique à seulement 3 ans? Y a-t-il une part de vérité dans les rumeurs selon lesquelles Édouard Fournier vous a menacé ?» Robert passa un bras protecteur autour des épaules de sa fille et se fraya un chemin jusqu'à la coccinelle. « Pas de commentaires, » répétait-il, mais Marine pouvait sentir sa fierté mêlée d'inquiétude. Sur le chemin du retour vers Belleville, la radio de la voiture était allumée et il était impossible d'échapper à l'histoire. Toutes les stations parlaient du scandale de la vente aux enchères. Le nom de Marine Dubois était partout. La jeune mécanicienne qui a défié un milliardaire, l'adolescente qui a révélé une fraude millionnaire, la fille de Belleville qui a fait s'effondrer un empire.
Marine regardait par la fenêtre, voyant la ville défiler, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. « Papa, tu penses qu'on a bien fait ?» Robert conduisit en silence un moment avant de répondre. « Marine, quand j'avais ton âge, j'ai été témoin d'une injustice. Un riche homme d'affaires a trompé mon père dans une affaire, lui prenant tout ce qu'il avait économisé. Je me suis tu parce que j'avais peur, parce que je pensais qu'il valait mieux ne pas m'en mêler. Ton grand-père ne me l'a jamais pardonné. Il disait que le silence face à l'injustice est une forme de complicité. Toi, tu ne t'es pas tu. Tu as fait ce que je n'ai pas eu le courage de faire. Alors oui, ma fille, tu as fait ce qu'il fallait. » Les mots de son père réchauffèrent le cœur de Marine, mais elle sentit aussi une boule d'appréhension. Fournier n'oublierait pas. Elle le savait. Quand ils arrivèrent à la maison, Marine prit son ordinateur portable et vit que la diffusion en direct de Marcel Tavernier avait été vue par plus de 2 millions de personnes. Les commentaires étaient un mélange de soutien enthousiaste et d'attaques venimeuses. Fierté de la France, une fille de 16 ans avec plus de caractère que beaucoup d'adultes. C'est un mensonge. Édouard Fournier est un homme d'affaires respecté. Cette fille doit être payée par des concurrents. Pour qui se prend cette gamine? Il faut respecter les aînés. Cette fille est une héroïne. Enfin, quelqu'un d'assez courageux pour affronter les puissants. Marine lut tout, son cœur oscillant entre la fierté et la peur. Puis elle alla dans la cuisine où elle trouva son père, en train de faire du café, même s'il était presque 2 heures du matin. Aucun d'eux n'arriverait à dormir. « Demain va être une journée difficile, » dit Robert. « Les gens vont vouloir te parler. Des journalistes, des avocats, peut-être d'autres policiers. Je sais. Et les clients du garage, tu penses qu'on va perdre du travail à cause de ça ?» Robert soupira. « Certains nous soutiendront. D'autres auront peur de s'associer à nous. Édouard Fournier n'est pas le genre d'homme qui accepte la défaite. » Comme si ces paroles l'avaient invoqué, le portable de Marine sonna. C'était un numéro inconnu. Elle répondit avec hésitation. « Allô? Marine Dubois ?» La voix était féminine, professionnelle. « Je m'appelle Maître Béatrice Allègre. Je suis avocate spécialisée en droit des affaires. Je vous appelle pour vous informer que M. Édouard Fournier prépare une plainte contre vous et votre père pour diffamation, préjudice matériel et préjudice moral. Le montant de l'action est de 50 millions d'euros. » Marine sentit son sang se glacer. « 50 millions ? Oui. Monsieur Fournier prétend que vos accusations infondées ont détruit sa réputation et causé des préjudices incalculables à ses affaires. Il a une équipe de 12 avocats qui travaillent sur le dossier. Je vous suggère de vous faire représenter par un avocat immédiatement. Mais je n'ai dit que la vérité, les preuves sont là. La vérité et la preuve sont des concepts différents au tribunal, mademoiselle Dubois. Monsieur Fournier a des ressources illimitées et il est déterminé à vous détruire. Bonne chance. » L'appel se termina. Marine resta à regarder son téléphone, tremblante. 50 millions d'euros. C'était plus d'argent qu'elle ne pourrait en gagner en 10 vies. C'était assez pour leur prendre tout ce qu'ils avaient, le garage, la maison, tout. Robert vit l'expression de sa fille et comprit immédiatement. « Il nous poursuit en justice ?» Marine hocha la tête, incapable de parler. Robert ferma les yeux, prit une profonde inspiration, puis serra sa fille fort dans ses bras. « On va affronter ça ensemble. Peu importe ce qui arrive, peu importe combien d'argent il a, la vérité est de notre côté. » « Mais si la vérité ne suffit pas, papa? Et s'il nous détruit vraiment ?» Avant que Robert ne puisse répondre, le téléphone de la maison sonna. Il était presque 3 heures du matin. Qui appellerait à cette heure? Robert répondit prudemment. « Allô? Monsieur Dubois? Ici Gustave André de l'Association française des restaurateurs de véhicules anciens. Je viens de voir les informations. Monsieur, ce que votre fille a fait aujourd'hui est extraordinaire. La communauté des restaurateurs se mobilise pour vous soutenir. Nous n'allons pas laisser Édouard Fournier vous intimider. » Cet appel fut suivi par d'autres, des confrères mécaniciens, des experts en voitures de collection, même des propriétaires de garages concurrents appelèrent pour offrir leur soutien. Les réseaux sociaux explosèrent avec des hashtags comme « Justice pour Marine » et « Joe à la vérité avant l'argent ». Des gens ordinaires, des travailleurs, des étudiants, tous s'identifiaient à l'histoire de la jeune fille qui avait défié le système. Le lendemain matin, dimanche,
Marine se réveilla avec seulement 3 heures de sommeil et trouva une foule devant sa maison. Des journalistes, des voisins, des sympathisants. La rue tranquille de Belleville s'était transformée en un cirque médiatique. Robert dut se frayer un chemin pour que Marine puisse sortir. Une voiture de la police judiciaire était garée devant la maison, fournie par le commissaire Mendès par mesure de sécurité. Fournier avait proféré des menaces voilées et la police prenait cela au sérieux. Marine donna une brève interview sur le pas de sa porte, choisissant ses mots avec soin. « Je n'ai fait que dire la vérité. Mon grand-père m'a appris que le métal ne ment pas et que nous ne devons pas mentir non plus, peu importe le prix. Si cela dérange les gens puissants, alors peut-être que le problème ne vient pas de moi, mais d'un système qui permet à ces gens d'utiliser leur pouvoir pour tromper les autres. » Ces mots furent diffusés nationalement et devinrent viraux à l'international. À 15 heures, Marine reçut un appel d'un numéro italien. C'était du siège de Ferrari à Maranello. « Signorina, Dubois, je suis Giovanni Rossi, chef de la division d'authentification de Ferrari. Nous avons vu votre découverte. Notre équipe s'envole pour Paris demain pour examiner personnellement les véhicules. Si vos conclusions sont correctes, et nous pensons qu'elles le sont, Ferrari engagera des poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées dans la contrefaçon. Nous aimerions également vous inviter à visiter notre usine en Italie et à rencontrer notre équipe de restauration. Nous voyons rarement quelqu'un d'aussi jeune avec un tel talent. » Marine pouvait à peine y croire. Ferrari, la légendaire Ferrari, l'invitait en Italie. Mais l'euphorie fut de courte durée. À 17 heures, des nouvelles inquiétantes firaient surface. La brigade financière avait obtenu un mandat de perquisition pour le siège de Fournier Tech, l'entreprise d'Édouard Fournier. Ce qu'ils trouvèrent était choquant. Marcel Tavernier était en direct depuis le studio de TV Vérité. « Nous venons de recevoir des informations exclusives de l'enquête. Le système de fraude d'Édouard Fournier était bien plus vaste que nous l'imaginions. Il ne se contentait pas de vendre de fausses voitures. Il manipulait tout le marché des véhicules de collection. Les images montraient des documents saisis, des emails, des tableurs. Fournier avait créé un système complexe où il achetait des voitures de collection authentiques, en faisait des copies contrefaites parfaites, vendait les répliques comme des originaux et gardait les originaux. Ensuite, en utilisant des sociétés écrans, il manipulait les enchères pour gonfler artificiellement les prix. Le plan final était de créer une bulle spéculative sur le marché des classiques, puis de vendre toutes ses positions, réalisant des milliards de profits lorsque la bulle éclaterait inévitablement. Mais il y avait plus. Fournier était également impliqué dans la manipulation de cours, l'évasion fiscale et la corruption de fonctionnaires. La fausse Ferrari n'était que la partie émergée d'un iceberg de corruption qui s'étendait à tout le marché financier. Marine regardait les informations, stupéfaite. Elle avait exposé non seulement une fraude, mais tout un empire bâti sur des mensonges. Et Fournier ne serait pas le seul à tomber. Ses partenaires, les experts qui avaient certifié les fausses voitures, les organisateurs des ventes aux enchères, tous faisaient l'objet d'une enquête. Le soir, l'avocat de Fournier annonça que son client retirait sa plainte contre Marine et Robert. Mais tout le monde savait qu'il était trop tard. Le mal était fait. Plusieurs entreprises annoncèrent qu'elles rompèrent leur contrat avec Fournier Tech. Les actions de l'entreprise chutèrent de 90%. Et l'autorité des marchés financiers lança une enquête complète sur toutes les transactions de Fournier des 10 dernières années. Marine était allongée sur son lit, regardant le plafond, quand son père entra dans la chambre. « Comment te sens-tu »« Je ne sais pas, papa, tout s'est passé si vite. Hier, j'étais juste une fille qui travaillait au garage. Aujourd'hui, mon nom est dans les journaux du monde entier. Demain, je vais devoir témoigner à nouveau. C'est trop grand. » Robert s'assit sur le bord du lit. « Ton grand-père disait que les gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires lorsqu'ils sont guidés par la vérité. Tu l'as prouvé aujourd'hui, Marine. Mais souviens-toi, à la fin de la journée, tu es toujours ma fille. Tu es toujours la fille qui répare des Opel au garage. Ça ne changera jamais. » Marine sourit, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Tu penses que ça va bien se terminer ?» Robert resta silencieux un moment. « Je pense que la justice prend parfois du temps, mais qu'elle finit par prévaloir. Fournier paiera pour ce qu'il a fait. Et quant à nous, nous continuerons à faire ce que nous avons toujours fait, réparer des voitures et vivre honnêtement. Le reste, on y fera face au fur et à mesure. »
Marine hocha la tête et ferma les yeux. Dehors, la rue était enfin silencieuse. Les journalistes étaient partis. Les voisins étaient rentrés chez eux. C'était juste une nuit de plus à Belleville. Mais Marine savait que plus rien ne serait jamais pareil. Elle avait franchi une ligne, défié un géant, et maintenant, elle devrait vivre avec les conséquences de son courage. Les mois suivants furent un tourbillon. L'enquête sur Édouard Fournier et son réseau de fraude s'étendit rapidement, révélant une toile de corruption qui atteignait d'autres pays. Des ventes aux enchères en Europe, aux États-Unis et en Asie firent l'objet d'enquêtes. Des dizaines de voitures contrefaites furent identifiées, les acheteurs lésés furent remboursés et toute une industrie fut secouée jusqu'à ses fondations. Marine dut s'adapter à une nouvelle réalité. Le garage Dubois & Fil, qui peinait autrefois à payer ses factures, recevait désormais des demandes d'authentification du monde entier. Robert dut embaucher 2 assistants pour faire face à la demande. L'ancien espace modeste fut rénové, équipé de technologies de pointe pour des analyses plus précises, tout en conservant le caractère familial qu'il avait toujours défini. En avril, 3 mois après le scandale, Marine fut invitée à témoigner devant une commission d'enquête parlementaire spéciale créée pour enquêter sur les fraudes dans les ventes aux enchères de luxe et proposer une nouvelle législation. C'était un mardi pluvieux quand elle et Robert arrivèrent à l'Assemblée nationale à Paris. Marine portait un tailleur simple mais élégant, acheté spécialement pour l'occasion. Ses cheveux étaient attachés en un chignon professionnel, mais ses yeux conservaient cet éclat déterminé qui était devenu sa marque de fabrique. La salle d'audience était comble. Députés, sénateurs, journalistes, experts en art et en véhicules de collection, tous étaient là pour écouter la jeune femme qui avait exposé l'un des plus grands scandales financiers de la décennie. Marine s'assit à la table des témoins, le micro devant elle semblant énorme et intimidant. Le président de la commission, le député Antoine Ferrier, un homme de 60 ans réputé pour son intégrité, ouvrit la séance. « Mademoiselle Dubois, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui. Votre courage et votre expertise technique n'ont pas seulement révélé une fraude, mais ont initié un débat national sur la manière de protéger les acheteurs et de maintenir l'intégrité des marchés de grande valeur. J'aimerais que vous nous racontiez, avec vos propres mots, ce qui s'est passé ce soir-là à la vente aux enchères. » Marine prit une profonde inspiration et commença à parler. Sa voix, d'abord timide, gagna en force à mesure qu'elle relatait chaque détail. Elle n'épargna personne, décrivant l'arrogance de Fournier, le mépris de classe, les menaces voilées. Mais elle parla aussi de son grand-père, du principe selon lequel le métal ne ment pas, de l'importance de la vérité par-dessus tout. Quand elle eut terminé, un silence respectueux régna dans la salle. Puis l'une des sénatrices, une femme nommée Marcia Olivier, connue pour ses positions progressistes, posa une question. « Mademoiselle Dubois, vous avez affronté l'un des hommes les plus puissants du pays. N'avez-vous pas eu peur ?»« J'ai eu très peur, sénatrice, » répondit honnêtement Marine. « Mais mon grand-père m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste malgré la peur. Et je savais que si je me taisais, je trahirais tout ce qu'il m'avait enseigné, tout ce que mon père m'avait enseigné. Plus que ça, je trahirais tous les gens qui travaillent honnêtement et qui sont constamment dévalorisés, par un système qui suppose automatiquement que la richesse équivaut à la vérité. » Les mots de Marine résonnèrent dans la salle et furent diffusés en direct dans tout le pays. Les journaux du lendemain mettraient cette phrase en exergue. « La richesse n'équivaut pas à la vérité. » Cela devint un slogan pour les mouvements sociaux, un cri de ralliement contre l'inégalité et la corruption. La commission parlementaire, s'appuyant sur le témoignage de Marine et d'autres experts, créa une nouvelle législation. Toutes les ventes aux enchères d'articles de luxe d'une valeur supérieure à 1 million d'euros exigeraient désormais une authentification indépendante par au moins 3 experts non affiliés au vendeur ou à l'organisateur. De plus, le protocole Marine Dubois fut créé, un ensemble de directives techniques pour l'authentification des véhicules de collection qui devint la norme internationale de l'industrie. Marine n'avait pas pleinement réalisé ce que signifiait avoir un protocole à son nom jusqu'à ce qu'elle voie la plaque lors d'une convention internationale de restaurateurs à Paris. Protocole Marine Dubois pour l'authentification des véhicules historiques. C'était surréaliste et émouvant à la fois.
Mais c'est en mai, lorsque le procès d'Édouard Fournier eut enfin lieu, que l'histoire atteignit son apogée émotionnel. Le tribunal correctionnel était bondé. Marine et Robert étaient présents, ainsi que des centaines de personnes lésées par les fraudes de Fournier. L'homme d'affaires, qui quelques mois plus tôt respirait l'arrogance et le pouvoir, semblait maintenant diminué, vieilli, vaincu. Les preuves étaient irréfutables. Les communications cryptées de Fournier détaillant ses combines, les témoignages d'anciens employés, les analyses scientifiques des fausses voitures, les traces financières montrant comment il avait manipulé les marchés. Tout cela constituait un dossier trop solide pour être contesté. Le dernier jour du procès, Marine fut appelée à faire une déclaration. Elle se dirigea vers le micro, voyant Fournier pour la première fois depuis cette nuit à la vente aux enchères. Il la regarda, et Marine vit non plus l'homme puissant qui l'avait intimidé, mais quelqu'un qui avait tout misé sur des mensonges et qui avait perdu. « Édouard Fournier m'a dit que je n'étais personne, » commença Marine, sa voix ferme. « Il a dit que j'étais juste une fille de mécano de quartier qui n'avait pas le droit de le remettre en question. Il avait raison sur une chose. Je suis la fille d'un mécanicien. Mais mon père est l'homme le plus honnête que je connaisse. Il m'a appris que notre richesse ne se trouve pas dans nos comptes en banque, mais dans notre intégrité. Monsieur Fournier a bâti un empire basé sur des mensonges, croyant que sa richesse le plaçait au-dessus de la vérité. Mais il a appris que peu importe les milliards que vous avez, peu importe à quel point vous vous croyez puissant, la vérité ne se soucie pas de votre compte en banque. La vérité est démocratique. Elle atteint tout le monde, riches et pauvres. Et aujourd'hui, elle a atteint Monsieur Fournier. » Marine retourna à sa place, tremblant légèrement, mais la tête haute. Robert, lui, serra la main, les yeux brillants de larmes de fierté. Quelques heures plus tard, le juge rendit sa sentence. Édouard Fournier fut condamné à 37 ans de prison pour escroquerie en bande organisée, manipulation de marché, fraude fiscale, corruption et des dizaines d'autres chefs d'accusation. Ses biens furent confisqués pour rembourser les victimes. Son entreprise fut dissoute. Son empire, construit sur le sable des mensonges, s'effondra complètement. En sortant du tribunal, Marine et Robert furent encerclés par les journalistes. « Que pensez-vous de la sentence, Marine ?» demanda l'un d'eux. Marine réfléchit attentivement avant de répondre. « Je ne ressens pas de joie. La justice n'est pas une question de vengeance. C'est une question de rétablir l'équilibre. J'espère que cela servira d'exemple pour montrer que personne n'est au-dessus de la loi, peu importe sa richesse ou son pouvoir, et j'espère que cela inspirera d'autres personnes à ne pas avoir peur de dire la vérité. » Les semaines suivantes apportèrent des changements encore plus significatifs. L'équipe de Ferrari en Italie tint sa promesse et Marine, accompagnée de son père, se rendit à Maranello. Ce fut une expérience transformatrice de voir où les voitures de ses rêves étaient créées, de rencontrer les artisans, qui perpétuaient la tradition d'excellence, d'apprendre des techniques qu'elle n'avait lues que dans des livres. Giovanni Rossi, le chef de la division d'authentification, fut impressionné. « Mademoiselle Dubois, en 40 ans chez Ferrari, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi jeune avec une telle intuition mécanique. Vous avez un don rare. Lorsque vous aurez terminé le lycée, nous aimerions vous offrir une bourse d'études complète dans notre école de restauration. » Marine pouvait à peine retenir ses larmes. C'était un rêve qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait avoir. Mais elle regarda son père, vit la fierté mêlée à autre chose. Peut-être la tristesse de savoir que sa fille grandissait, que le monde s'ouvrait à elle d'une manière qui ne s'était jamais ouverte à lui. De retour en France, les opportunités ne cessèrent pas. Des écoles d'ingénieurs comme Polytechnique, Centrale Supélec et la Sorbonne lui offrirent des bourses complètes. Des constructeurs automobiles voulaient l'embaucher comme consultante. Des sociétés de production de documentaires voulaient raconter son histoire. C'était écrasant. Un après-midi, assise dans le garage alors qu'elle a aidé son père à restaurer une Dodge Charger de 1970, Marine exprima ses doutes. « Papa, comment je choisis? Toutes ces opportunités sont incroyables, mais je ne veux pas te laisser seule. Le garage, notre vie ici. » Robert arrêta de travailler et regarda sa fille. « Marine, quand ta mère est décédée, j'ai cru que mon monde s'était écroulé. Mais ensuite, je t'ai regardée, cette petite fille de 3 ans, et j'ai réalisé que mon monde ne faisait que commencer d'une manière différente. Je t'ai élevée pour que tu sois forte, indépendante, pour que tu n'aies jamais peur de réaliser tes rêves. Si j'ai réussi à faire ça,
Alors j'ai fait mon travail de père. Tu ne me quittes pas, tu prends ton envol et je serai là pour t'encourager à chaque étape. » Les mots brisèrent la dernière résistance de Marine et elle serra son père dans ses bras, pleurant des larmes de gratitude et d'amour. À ce moment-là, dans le garage taché de cambouis qui était sa deuxième maison, Marine comprit que le vrai courage ne consistait pas seulement à affronter des milliardaires corrompus, mais à embrasser l'avenir avec toutes ses incertitudes et ses possibilités. En juin, Marine accepta une bourse complète à l'école polytechnique pour étudier l'ingénierie mécanique, avec une spécialisation en conception automobile. Elle s'engagea à travailler à mi-temps au garage, parce que cet endroit, ses mains sales de graisse, cette odeur d'huile et de métal, faisait partie de qui elle était et serait toujours. L'affaire Fournier continua de faire des vagues. Des enquêtes internationales révélèrent des fraudes similaires dans d'autres pays. Plusieurs experts qui avaient certifié de fausses voitures perdirent leur licence. Les maisons de vente aux enchères mirent en place des protocoles plus stricts. Et les travailleurs de la classe ouvrière, autrefois marginalisés dans ce monde élitiste, virent soudain des portes s'ouvrir, leurs compétences être valorisées, leur voix être entendue. Marine fut invitée à donner des conférences dans des universités, des conventions, des événements d'entreprise. Son message était toujours le même. L'intégrité n'est pas négociable. La connaissance ne connaît pas de classe sociale. Et un système qui valorise automatiquement la richesse au détriment de l'expérience et de la vérité est un système qui doit changer. Pour l'anniversaire du scandale, le musée de l'automobile de Paris inaugura une exposition spéciale. Fraude révélée, l'histoire de Marine Dubois. Au centre de l'exposition se trouvait la fausse Ferrari, celle qui avait tout déclenché, avec une plaque explicative détaillant comment une adolescente de 16 ans avait démasqué l'une des plus grandes fraudes de l'histoire. Marine visita l'exposition le jour de l'inauguration, accompagnée de son père. Elle regarda la voiture, se souvenant de cette première sensation étrange lorsqu'elle avait passé ses doigts sur la carrosserie, ce murmure du métal qu'elle seule avait réussi à entendre. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Robert. Marine réfléchit un long moment. « Non, j'ai eu peur, j'ai eu des doutes, j'ai passé des nuits blanches. Mais je n'ai jamais regretté. Parce qu'au final, papa, vivre avec intégrité est plus important que de vivre confortablement dans le mensonge. » Robert sourit et passa son bras autour des épaules de sa fille. « Ton grand-père serait si fier de toi. Je suis si fier de toi. Tu as prouvé qu'une personne ordinaire avec du courage et de la vérité peut changer le monde. » Marine regarda autour du musée, voyant des familles, des étudiants, des passionnés de voitures, tout cela pour en apprendre davantage sur ce moment où la vérité avait prévalu sur le pouvoir. Et elle comprit que son histoire n'était pas seulement la sienne, elle concernait toutes les personnes qui avaient un jour été sous-estimées, réduites au silence, marginalisées. C'était une histoire sur le pouvoir de la vérité dans un monde de mensonges, sur la force de l'intégrité dans un système de corruption, sur le courage d'une fille de 16 ans qui avait refusé d'être intimidée par quelqu'un qui pensait que l'argent achetait tout, y compris le silence. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit transformatrice à la vente aux enchères. Marine, maintenant âgée de 18 ans, était à son 3e semestre d'ingénierie mécanique à Polytechnique. C'était un samedi matin ensoleillé lorsqu'elle gara la vieille coccinelle, désormais officiellement la sienne, sur le parking du garage Dubois & Fil. Certaines choses ne changeaient jamais et son amour pour cet endroit en faisait partie. Le garage s'était transformé. Ce qui était autrefois un espace modeste disposait maintenant d'équipements de pointe, d'une équipe de 5 mécaniciens spécialisés et d'une liste d'attente de 3 mois. Robert était devenu le consultant en authentification le plus recherché de France, voyageant à travers le pays et parfois à l'étranger pour vérifier des véhicules de grande valeur. Mais tous les samedis, sans exception, il était au garage, les mains sales de cambouis, faisant ce qu'il avait toujours aimé. Marine entra et trouva son père en train de travailler sur une Mercedes-Benz 300 SL Papillon de 1955, une véritable œuvre d'art automobile. Il leva la tête et sourit en la voyant. « Bonjour, mon ingénieur préféré. Tu viens m'aider avec cette Allemande capricieuse ?» Marine rit et enfila son bleu de travail, le même qu'elle portait des années auparavant, maintenant avec quelques rustines, mais toujours aussi confortable qu'une seconde peau.
Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? Ils travaillèrent côte à côte dans un silence confortable, cette synchronie que seules des années de partenariat pouvaient créer. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup de mots, un regard, un geste, et ils savaient exactement ce que l'autre pensait. C'était une danse qu'ils avaient perfectionnée depuis que Marine était petite. « Comment vont les cours ?» demanda finalement Robert, sa voix étouffée par le moteur. « Exigeant, mais bien. Le professeur André a dit que mon projet de thèse sur les méthodes d'authentification pour les véhicules historiques pourrait être publié dans une revue internationale. » Robert arrêta de travailler et regarda sa fille avec fierté. « Bien sûr qu'il le peut. Tu as révolutionné toute une industrie à 16 ans. Imagine ce que tu feras avec un diplôme d'ingénieur. » Marine sourit, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. Parfois, la simplicité d'avant. « Me manque, papa. Quand c'était juste toi et moi à réparer des voitures, sans toute cette attention, sans toute cette pression. » Robert posa son outil et s'essuya les mains, s'approchant de sa fille. « Marine, tu sais ce que ton grand-père m'a dit une fois. Il a dit qu'il y a 2 types de personnes dans le monde. Celles qui voient une injustice et détournent le regard, et celles qui ne peuvent rien faire d'autre que de l'affronter. Tu es du 2e type. Et oui, cela entraîne des complications, des pressions, des responsabilités. Mais cela donne aussi un sens. Tu as changé des vies, Marine. Pas seulement les nôtres. Pense à toutes les personnes qui ont été remboursées pour des fraudes. Pense à tous les travailleurs qui sont maintenant respectés dans une industrie qui les méprisait autrefois. Pense à toutes les jeunes filles qui te regardent et se disent « Si elle a réussi, je peux le faire aussi. » « Je sais, » dit Marine, les yeux brillants de larmes contenues. « J'aimerais juste que ce soit plus facile parfois. » Si c'était facile, n'importe qui le ferait. Et on n'aurait pas besoin de quelqu'un avec ton courage. Ils retournèrent au travail. Mais la conversation avait touché quelque chose de profond en Marine. Elle pensa aux 2 dernières années, à la façon dont sa vie avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle avait donné des conférences internationales, rencontré certains des plus grands noms de l'industrie automobile, fait la couverture de magazines. Mais au fond, elle était toujours la fille qui aimait l'odeur du cambouis et le rugissement d'un moteur bien réglé. L'après-midi, alors qu'il nettoyait le garage, Robert mentionna nonchalamment « Ah, j'ai reçu un email intéressant aujourd'hui, du comité d'organisation du Salon international de l'automobile de Genève. Ils veulent que je sois conférencier au panel sur l'authenticité et l'éthique dans le marché des classiques. Papa, c'est incroyable. Le Salon de Genève est l'un des événements les plus importants du monde. »« Oui, » répondit Robert, un peu gêné. « Mais tu sais, mon anglais n'est pas très bon et je ne sais pas si j'ai l'éloquence pour ce genre de choses. Je ne suis qu'un mécanicien. » Marine s'arrêta et regarda son père avec une expression sérieuse. « Papa, tu n'es pas qu'un mécanicien. Tu es Robert Dubois, l'homme qui a formé la meilleure experte en authentification automobile du pays. L'homme qui a appris à sa fille que l'intégrité n'est pas négociable. L'homme qui s'est tenu à mes côtés quand nous avons affronté l'homme le plus puissant de France. Tu vas accepter cette invitation et tu seras brillant. Et si tu as besoin, je viendrai avec toi et je traduirai tout. » Robert sourit, ce sourire un peu de travers que Marine aimait tant. « Quand es-tu devenu si sage ? J'ai appris du meilleur. » Ils finirent de nettoyer le garage quand le portable de Marine sonna. C'était Julie, sa meilleure amie, celle qui avait contacté Marcel, tavernier cette nuit fatidique. « Marine, allume la télé, chaîne d'infos, vite !» Marine et Robert coururent vers le petit bureau du garage où se trouvait une vieille télévision. À l'écran, un reportage spécial. Les conséquences de l'affaire Édouard Fournier 2 ans après. Marcel Tavernier, qui était devenu une sorte de mentor pour Marine, interviewait plusieurs personnes dont la vie avait été impactée par le scandale. Il y avait le collectionneur argentin qui avait récupéré 3 millions d'euros après avoir découvert que sa Porsche était une contrefaçon. Il y avait le jeune mécanicien de banlieue qui avait obtenu un emploi dans une prestigieuse maison de vente aux enchères après avoir vu l'histoire de Marine. Il y avait la professeure qui utilisait l'affaire dans ses cours d'éthique des affaires. Et puis, à la surprise de Marine, il y avait Édouard Fournier. Il était dans une prison fédérale, visiblement vieilli, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à un regret sincère. « J'ai passé ma vie à construire un empire basé sur des mensonges, » disait Fournier à l'écran. « J'ai cru que mon intelligence me donnait le droit de manipuler les autres.
J'ai méprisé les gens que je considérais comme inférieurs. Et à la fin, une fille de 16 ans m'a appris la plus grande leçon de ma vie. La vérité a un poids qu'aucune somme d'argent ne peut déplacer. Je mérite d'être ici. Et si je pouvais remonter le temps, j'aimerais avoir été honnête depuis le début. J'aimerais avoir eu le courage que Marine Dubois a eu. Marine sentit un nœud dans sa gorge. Ce n'était pas de la satisfaction qu'elle ressentait, mais un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour tout le gâchis dans l'histoire de Fournier, et soulagement que peut-être, juste peut-être, il avait appris quelque chose. Le reportage se termina par un résumé de Marcel. L'histoire de Marine Dubois nous rappelle que le courage n'a pas d'âge, que l'intégrité n'a pas de prix, et que parfois les personnes les plus improbables sont celles qui changent le monde. Le protocole Marine Dubois a déjà été adopté dans 70 pays. Des dizaines de fraudes ont été révélées grâce à ces méthodes. Et plus important encore, toute une génération de jeunes a appris que peu importe la puissance de votre adversaire, la vérité mérite toujours d'être défendue. Robert éteignit la télé et regarda Marine. « Ça va ?» « Oui, répondit-elle sincèrement. C'est étrange de voir tout résumé comme ça, comme si c'était une histoire avec un début, un milieu et une fin. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? Les conséquences de nos actions continuent de résonner, de toucher des vies que nous ne connaîtrons jamais. C'est vrai. Et tu continues de toucher des vies tous les jours. Ce soir-là, Marine rentra dans son petit appartement près de l'université. C'était modeste, mais c'était le sien. Sur les murs, il y avait des photos du garage, de son grand-père Jacques, à côté d'une voiture de course dans les années 60, d'elle et de son père après avoir restauré une Mustang particulièrement difficile. Et il y avait aussi une photo encadrée, prise la nuit du scandale, montrant Marine confrontant Fournier, la détermination claire sur son jeune visage. Elle s'assit sur son lit avec son ordinateur portable et ouvrit le document de sa thèse. Méthodes avancées d'authentification légale pour les véhicules historiques. Le principe du métal qui ne ment pas. Il y avait quelque chose de poétique à transformer la sagesse de son grand-père en une recherche académique rigoureuse. Alors qu'elle travaillait, son portable sonna. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose la poussa à répondre. « Allô? Mademoiselle Dubois? Ici René Champion, de la Fondation Jacques Dubois pour l'éducation mécanique. » Marine fronça les sourcils. La Fondation Jacques Dubois, oui, elle a été créée il y a 6 mois grâce aux dons de plusieurs personnes et entreprises qui ont été touchées par votre histoire. La Fondation offre des bourses d'études à des jeunes de communautés défavorisées qui veulent étudier la mécanique et l'ingénierie. Nous avons déjà attribué 20 bourses complètes et nous aimerions que vous soyez notre ambassadrice officielle. Marine sentit les larmes couler sur son visage. Une fondation au nom de son grand-père, aidant des jeunes comme elle l'avait été. C'était parfait. Bien sûr que j'accepte. Après avoir raccroché, Marine appela immédiatement son père pour lui parler de la fondation. Robert resta silencieux un long moment, et Marine savait qu'il pleurait de l'autre côté de la ligne. « Ton grand-père, dit-il finalement, la voix étranglée, il disait toujours que le plus grand héritage qu'un homme puisse laisser n'est pas l'argent ou la célébrité, mais les principes qu'il transmet. Tu as transformé ces principes en quelque chose qui aidera des générations. Marine, je n'ai pas de mots pour exprimer la fierté que je ressens. » Cette nuit-là, Marine ne parvint pas à dormir. Elle alla à la fenêtre de son appartement et regarda la ville illuminée. Quelque part là-dehors, il y avait des jeunes comme elle l'avaient été, avec du talent et de la détermination, mais sans opportunité. Et maintenant, grâce à tout ce qui s'était passé, certains d'entre eux auraient la chance de réaliser leurs rêves. Elle pensa à Fournier, en prison, réfléchissant à ses choix. Elle pensa à tous les acheteurs qui avaient été trompés et qui avaient maintenant obtenu justice. Elle pensa aux mécaniciens et aux travailleurs qui étaient maintenant respectés dans une industrie qui les méprisait autrefois. Elle pensa aux changements dans la loi, au protocole portant son nom, à toutes les vagues que son courage avait créées. Et elle pensa à son grand-père Jacques, à ses mains calleuses passant sur la carrosserie d'une voiture, apprenant à une petite fille à écouter ce que le métal avait à dire. Le métal ne ment pas, Marine. Souviens-t'en toujours, et toi non. Plus tu ne dois jamais mentir, peu importe le prix. Le dimanche matin, Marine se leva tôt et se rendit au garage. Elle y trouva son père, déjà là comme toujours, travaillant sur un nouveau projet. Il leva les yeux et sourit.
Je pensais que tu allais te reposer aujourd'hui. Et manquer notre rituel du dimanche? Jamais. Ils travaillèrent ensemble toute la journée, parlant de voitures, de l'université, des projets pour la fondation, du voyage à Genève. Et quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, ils s'assirent devant le garage, partageant un soda et observant l'animation de la rue. « Papa, dit soudainement Marine, tu regrettes quelque chose, de cette nuit-là, des conséquences, de tout ce qui a changé ?» Robert réfléchit attentivement avant de répondre. « Je regrette que tu aies dû grandir si vite, que tu aies dû faire face à des pressions qu'aucune adolescente ne devrait affronter. Mais est-ce que je regrette de t'avoir soutenu, de t'avoir appris à défendre la vérité? Jamais. Tu es devenue exactement la personne que ta mère et moi espérions que tu deviennes, forte, intègre, courageuse. Et si nous devions tout refaire, je ferais exactement la même chose. » Marine posa sa tête sur l'épaule de son père, moi aussi. Ils restèrent là, dans un silence confortable, tandis que la nuit tombait sur Belleville, le quartier ouvrier qui les avait vus grandir, qui avait été le témoin de leur lutte et de leur victoire, qui continuait d'être leur foyer même, lorsque le monde entier s'ouvrait à eux. Et Marine comprit, avec une clarté cristalline, que son voyage ne s'était pas terminé cette nuit-là à la vente aux enchères. Ce n'avait été que la première page d'une histoire bien plus grande. Une histoire sur la façon dont une personne ordinaire, armée seulement de savoir, de courage et d'une intégrité inébranlable, peut défier des systèmes entiers de pouvoir et de corruption. Une histoire sur la façon dont la vérité, aussi petite ou silencieuse soit-elle au début, trouve toujours un moyen de se faire entendre. Une histoire sur le fait que le métal ne ment pas. Et sur la façon dont une fille qui a appris à écouter ses murmures a changé non seulement sa propre vie, mais d'innombrables autres vies à travers le monde. Marine Dubois, la jeune mécanicienne de Belleville, avait joué son coup, et le monde ne serait plus jamais le même.